Bonjour Alison, bonjour Bérénice. Hello Justine. Salut Justine. Je suis trop contente de vous avoir aujourd'hui. On va parler de vos carrières, comment on peut évoluer en Customer Success. Voilà, on va pouvoir voir un petit peu les différentes pistes parce que toutes les deux, vous avez un parcours où, il me semble, vous allez en reparler, vous avez évolué peut-être au sein de votre entreprise pardon, ou ailleurs, dans d'autres entreprises, mais de CSM Junior à Head of. On va voir un petit peu tout ça. Mais avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu toutes les deux, votre rôle actuel aussi peut-être? Allez, ouais, je me lance. Enchantée du coup. Bérénice, je suis actuellement Head of Customer Success chez Clify, ça fait un petit peu plus d'un an. C'est une startup B2B, un SaaS en cybersécurité pour les plus grandes banques en Europe et en Amérique latine aussi. J'ai une équipe de 6 personnes, 3 CSM, répartis entre Milan, Madrid et Bogota, donc équipe, très internationale. Sur la centaine, d'employés, en ce moment, je suis la seule, française. Donc pardonnez-moi, s'il y a quelques anglicismes, dans la suite de l'échange. Et voilà, ça fait, voilà un petit peu plus d'un an et hâte, de vous partager, le reste de mon parcours parce que vous verrez, c'est allé assez vite aussi, donc ça peut être intéressant d'échanger là-dessus. Trop cool. Du coup, je vais prendre le relais. Moi, c'est Alison, donc je fais un peu mon parcours et après je dirai ce que je fais aujourd'hui. Donc moi, je suis devenue, j'ai été Head of CS et Care pendant presque 10 ans, ouais, une dizaine d'années. Et du coup, ça arrivait un peu par accident, dans le sens où, au tout début, j'étais seule CS de ma startup. Enfin, je faisais et commercial, etc. Et au final, je pensais que j'avais inventé le job. Et c'est quelqu'un un jour qui m'a dit non, non, ça existe. Et ça s'appelle CSM. Donc du coup, moi j'ai été CS chez MyBizBox et franchement, j'ai toujours aimé ce métier-là. Et finalement, en fait, c'est mon équipe, donc j'avais une équipe de 10 personnes, qui m'a dit: «Son, tu devrais trop te lancer à ton compte et faire quelque chose. Et en gros, ce que tu fais avec nous, il faudrait que tu le fasses avec d'autres». Qui fait que là, depuis mars 2025, je me suis mis à mon compte. Et du coup, je forme les CSM qui veulent soit devenir head of, soit monter en compétences. Bravo, bravo pour vos parcours et j'avais une question pour toi Bérénice, du coup tu disais que tu avais une équipe de 6 personnes, Oui, c'est des ça, avec CSM? 3 CSM et la partie care aussi. La OK, la partie partie product care. support, qui est aussi, dans le côté CS. Je vais pas entrer dans trop de détails, mais par rapport aussi au côté commercial, une question qui revient souvent. Nous, on est en charge de toute la partie onboarding, parcours d'adoption et on a la co-ownership, de tout ce qui va être renouvellement et upsell plutôt, dans le côté, détection d'opportunités plutôt que qu'aller jusqu'au closing. Ça, c'est côté sales pour le coup. Parce que nous, du coup, comme je vous disais, on s'adresse à des banques, donc c'est vraiment secteur, enterprise. On n'a pas des milliers de clients forcément, mais c'est des gros deals, c'est des vrais partenariats. C'est pas du digital CS avec, autant d'automation que dans d'autres SaaS. Pour le coup, c'est des relations très personnalisées, quoi. Donc voilà, d'autres défis. Avant, j'avais commencé, dans un SaaS qui s'adressait plutôt à des PME, plutôt des startups, donc pas du tout, le même contexte et la même façon de s'adresser à ces clients-là. C'est vrai que c'est un nouveau challenge depuis un petit peu plus d'un an. Et la particularité aussi, je suis pas revenue là-dessus. Depuis que j'ai rejoint Clify, il y a un peu plus d'un an maintenant, je gère plus de compte. Donc vraiment, j'ai un rôle de people manager et de stratégie, notre modèle, d'interaction, d'engagement avec, nos clients, avec beaucoup de projets, internes avec d'autres équipes. Mais ça, c'est un énorme, bouleversement pour le coup dans mon quotidien, quoi. C'est plus, moi-même qui, gère mes petits clients, je passe d'un côté du coup, d'un rôle à l'époque où je connaissais tous les recoins du produit à, cette fois-ci, j'accepte de pas tout savoir et de devoir, me reposer aussi sur, des profils, plus experts, quoi. C'est pas du tout la même posture et c'est un gros défi pour le coup. Top. Je reviens un petit peu en arrière, on va pouvoir reparler de tout ça, après. Donc je reviens, même avant que vous étiez CSM, qu'est-ce que vous faisiez en fait avant de devenir CSM, de travailler dans le customer success? Bon, Alison, tu as un petit peu expliqué que finalement, ça arrivait, quand tu faisais ton poste et voilà, qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier-là? Comment vous avez fait la bascule, à ce moment-là? Et du coup, moi, j'ai un background très marketing, sales, communication. J'étais bizdev de base. Et lorsque je suis arrivée chez MyBizBox, on était une startup
allez 4 personnes et du coup, je m'occupais et de la partie commerciale et du marketing, les réseaux sociaux, les clients et cetera. Et avec certains clients, j'ai commencé à aller beaucoup plus loin que, juste je signe, je mets en place et je m'en vais. Et du coup, c'est à partir de là où je me suis dit: «Ah tiens, c'est intéressant» et d'où le fait que je pensais que j'avais inventé un truc. Hem, Après, ça m'a enfin la partie commerciale, je sais qu'en général on les oppose, mais moi je trouve que c'est un peu une continuité dans le profil et puis j'ai toujours eu un profil, voilà, j'aime bien m'occuper des gens, j'aime bien aller les chouer, j'aime bien aller mettre des choses en place, voir ce que ça donne, un peu tester et du coup, c'est un peu comme ça que je suis tombée dans le truc, quoi. Trop bien. Ouais, moi de mon côté, ça fait 3 ans que je travaille dans la tech et dans le SaaS, B2B en customer success. Avant, rien à voir, je faisais du conseil, pour le secteur public, ce qui à l'époque m'avait paru assez naturel, quand, je suis sortie de Sciences Po à la fin de mes études. J'avais envie d'avoir de l'impact, d'avoir, ce côté aussi, front client qui me plaisait bien, donc développer une relation stratégique, apprendre un peu des méthodes, de rigueur et cetera. Mais vite, je me suis rendu compte que l'impact, il était trop dilué. Je bossais sur des très gros projets, pour, 2 agences en particulier en cybersécurité pour l'ANSSI en France, donc ça m'a mis un peu le pied, à l'étrier côté cybersécurité. Ça a créé un peu cette appétence aussi pour, l'Agence du numérique en santé, mais c'était des armées de consultants et des projets qui duraient des années. Il me manquait un peu cet impact et ce côté tech qui me titillait un petit peu. Du coup, il y a 3 ans, j'ai profité un peu de mon projet personnel de déménagement à Barcelone où je suis, installée, en ce moment pour, me dire: «Allez, je double changement de vie, je me lance dans la tech». Parce que je parlais un petit peu autour de moi et je me rendais compte que c'était un univers qui me parlait bien avec, à l'époque, j'avais postulé à des postes plutôt de account management, de CSM. Je suis un peu tombée là-dedans par hasard, mais il y avait plein de parallèles avec le conseil aussi. La qualité de la relation client et cetera, ça m'a appris pas mal de choses et voilà, un peu comment je suis tombée, dans cet univers, et pourquoi j'ai l'intention, d'y rester. J'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma place pour le coup. Vous avez plein de compétences toutes les 2 finalement qui étaient transférables et au début, est-ce que, vous aviez une vision claire? Bon, bah, du coup, Alison, tu dit qu'on on t'a dit que c'était du CS, mais est-ce que, toutes les 2 vous aviez une vision claire? Ou alors il y a peut-être certaines choses qui sont venues après, peut-être sur la stratégie, enfin que le poste est très stratégique? Est-ce qu'il y a voilà, comment vous voyez au début le poste et comment ça a évolué? Ouais, je peux parler rapidement là-dessus peut-être. Enfin, moi, pour le coup, c'est assez récent, quoi, ma découverte du customer success. Il y a encore 4 ans, l'acronyme CSM, il me parlait pas trop, pour le coup. C'est vrai qu'au tout début, j'avais un peu peur de tomber dans cet écueil, la conception que tu as un peu du support, augmenté ou premium. C'est vrai que maintenant, on voit de plus en plus et je le vois aussi dans ma réalité terrain, les attentes en termes de revenus, de responsabilité, business et cetera des CSM, et ça, c'est une vraie idée que j'ai appris à déconstruire par rapport au tout début, à la première fois que j'ai entendu parler du rôle de CSM pour le coup. Je sais pas si ça te parle aussi, Alison, ça Carrément. fait quoi Moi, ton pour le coup, expérience? j'avais, 0 vision claire de ce que je faisais. Je bidouillais et c'est aussi finalement ce qui m'a fait aimer le métier, c'est que, je suis une touche à tout. Enfin, ça se voit dans mon parcours. Comme je disais, je fais du marketing commercial et cetera et du coup, bah, voilà, je testais des trucs, je voyais les résultats et en fait, c'est ce qui m'a amené petit à petit, à faire du CS. Mais, c'est vrai que comme c'est assez flou en France, puis il y a 10 ans, il y avait pas autant d'informations, autant de contenu qu'on peut avoir aujourd'hui. Du coup, le jour où on m'a dit: «C'est du CSM», bah, j'ai été chercher, j'ai rien trouvé. On m'a dit qu'il fallait gérer des tickets, enfin, tu avais des petits trucs, à part un blog qui est celui de Scaling, qui était en Ouais. Mmh. français et qui C'est était vrai. détaillé et tout. Donc du coup, j'ai commencé à consommer son contenu, à aller tester des trucs, me former en anglais et cetera et à faire mes propres fiches finalement, sur le côté, dans mon espace ClickUp et ouais, c'était, non, il y avait pas forcément de vision claire. Je pense qu'aujourd'hui, on en a peut-être plus une et encore, je découvre des métiers, tu vois? Quasiment tout le temps. Le jour où j'ai découvert CSOps, perso, c'était il y a Mmh. pas si longtemps que ça. C'était il y a ça doit se compter en 2-3 années, quoi. Enfin, je connaissais pas du tout ce job-là, alors que ça fait partie du métier de CS, quoi. Ah, je te rejoins tout à fait là-dessus parce que au-delà du côté langue et contenu, dispo dans notre, langue maternelle, pour moi, c'est même l'approche parce que autant il y a plein de professionnels du CS et de leaders, CS que je trouve super inspirants, anglo-saxons, américains et cetera. Autant il y a des différences culturelles. Quand tu bosses pas pour une boîte américaine, il y a des choses qui sont pas forcément, Je peux pas les mettre en place, réplicables, hein.
Ouais, 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 C'est ça. Du coup, c'est hyper carrément. important de se sentir un peu nos expériences reflétées, Mmh. au niveau européen et ça se développe de plus en plus, ça c'est sûr. Mon expérience, elle est encore relativement, récente, mais je vois de plus en plus de meet-up, de communautés, d'événements, de ressources, européennes et françaises qui nous permettent un peu d'avoir, notre un écho de notre expérience, quoi. Mmh. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on a de la chance là, je trouve on est arrivé à une époque où on a une belle communauté francophone, je trouve, autour du Ouais, CS. j'aime bien Je trouve moi. Mmh. que c'est pas mal. C'est clair. OK. Qu'est-ce que vous faisiez au début comme mission? C'était voilà, vos journées, vos semaines, elles ressemblaient à quoi, au départ, quand vous avez commencé en tant que CSM? Ou, vous faisiez du CS sans le savoir? Mmh. Pour le coup, j'avoue que, ben, voilà, mes journées principalement, c'était de signer des contrats. Donc du coup, la principale action, c'était, soit de faire du, cold call, enfin appel à froid, soit de relancer mes prospects parce que, du coup, il faut qu'ils signent et cetera. Et une fois qu'ils avaient signé, c'était d'intégrer le plus vite possible pour que la solution soit en place, les former et limite pas bavarder le client, mais du coup, c'était vraiment faut aller vite parce que j'étais seule et que, j'avais plus d'une centaine de comptes à gérer et que période de Noël, enfin, du coup, pour ceux qui connaissent pas MyBizBox, on vend une solution de bons cadeaux. Donc de septembre à décembre, tu es sous l'eau. Enfin, tu génères 70 de ton chiffre, en fait, tu es juste sous l'eau et du coup, ouais, c'était vraiment tout le temps la course. Vraiment un truc, peut-être que c'est pareil pour toi aussi, Bérénice, mais c'est vraiment le côté, j'ai l'impression de passer mes journées à courir après les clients quand ils sont leads ou prospects et après une fois qu'ils ont signé pour avoir les infos et cetera et cetera et finalement pas tant de stratégie CS que ça. Vraiment plus de l'opérationnel, du concret si je puis dire que de me poser, de réfléchir à ce que je fais et à la pertinence des actions que je pose. Ouais, super, super intéressant sur la partie commerciale aussi pour le coup. Parce que moi, du coup, quand j'avais commencé, comme CSM, c'était dans une autre, organisation il y a 3 ans, moins mature, que ma boîte actuelle pour le coup, où, bah, les CSM, portaient plein de casquettes. C'était une fonction encore assez jeune, on onboardait, nos nouveaux clients. La plupart de mes collègues CSM à l'époque, c'était des anciens sales, donc qui connaissaient le client depuis vraiment la phase, de prospection et cetera. Je vais botter un petit peu en touche en disant qu'il y avait aucune journée qui se ressemblait. Forcément, je pouvais être à 9 heures à répondre, au téléphone ou à un ticket, d'un client, à 10 heures faire l'onboarding d'un nouveau client. Après gérer une upsell, gérer des problèmes un peu de communication interne avec aussi un autre bureau, à l'étranger qu'on avait, ce genre de choses. Donc c'était vraiment pour le coup, pour le coup, j'ai adoré de pas avoir en fait une journée, qui ressemble à une autre. Ouais, c'est ça, pas de Ouais, journée moi c'était type pareil et aussi, j'aimais ça. ouais, c'est ça et ça en fait, ça te donne plein d'opportunités pour, standardiser aussi, le maximum parce que quand j'étais arrivée, il y avait autant de decks, d'onboarding que de clients. Il y avait pas trop d'uniformité. Et ça, je le voyais direct comme un gros gap où je me suis dit: «OK, je vais me mettre sur ce sujet». Et en fait, à l'époque, c'était mon ancienne boîte, du coup, on était, entre une vingtaine et une quarantaine, on va dire, selon les moments et ça te laisse énormément de marge de manœuvre par rapport à une boîte, plus structurée où, forcément, c'est hyper valorisé que tu prennes des initiatives quand tu vois quelque chose qui manque, que tu t'y attelles et que tu te dises: «OK, je vais combler ce gap» et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, qui faisait écho pour le coup à des compétences. On disait tout à l'heure les compétences, transversales. J'avais été habituée dans le conseil à fournir des livrables, ce genre de choses. Donc là, moi, j'avais envie que tout soit nickel et qu'on puisse, perdre le moins de temps possible, d'un onboarding à un autre, quoi. Apprendre un peu des leçons, et cetera, quoi. Et vous dites quelque chose de très intéressant. Donc moi aussi, pareil, j'ai rejoint une, early stage et en fait, au final, je faisais, l'account manager, le customer care, l'onboarding spécialiste, Mmh. le customer je faisais tout et tu disais, tu vois, que les compétences, elles étaient transférables. Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il est plus facile d'évoluer dans une entreprise, du coup, plutôt early stage où il y a pas encore tout qui est processé que, dans une entreprise, voilà, où si on a envie d'évoluer peut-être moins aller vers une scale-up où il y a déjà, des managers, où il y a déjà toute une équipe qui est structurée. Pour vous, est-ce que c'est possible quand même d'évoluer dans le deuxième cas ou c'est plus compliqué? Du coup, j'allais dire, je pense que ça dépend du
Alors là, je vais faire un peu ma relou, mais du plan de carrière du CSM, de la personne qui veut aller dans le CS. Pourquoi? Parce que si, tu veux progresser rapidement, que tu veux apprendre les choses rapidement et ne pas, tâtonner pendant des années, parce qu'on l'a dit, hein, on a tous tâtonné pendant des siècles avant de comprendre ce qu'on faisait. Je pense qu'aller dans une scale-up directement ou une grosse boîte, ça vaut le coup. Par contre, si tu as envie de tester des trucs, tu envie de mon objectif est totalement biaisé parce que je kiffe les startups. Mais si tu as envie de tester des trucs, te lancer, de donner des challenges, la startup, c'est génial. Moi, perso, j'ai toujours fait Mmh. des startups principalement parce que tu fais ce que tu veux, en fait. Tu vas évoluer avec la boîte, ce qui veut dire que quand tu vas déplacer un pion à droite, tu vas voir si la boîte, elle va aller à droite ou à gauche. Est-ce que c'est positif, négatif? Tu peux corriger rapidement. T'es pas obligé d'aller faire valider à je sais pas combien de personnes dans ton équipe avant de pouvoir lever le petit doigt. Enfin, je pense que ça dépend de ce que tu veux, à l'instant T, de ce que tu te sens capable de faire aussi. Parce que pour le coup, je pense que ce serait une très mauvaise idée de dire à quelqu'un: «Mais si, vas-y, va en start-up, tu vas voir, c'est cool». Mmh. S'il est pas à l'aise avec le fait qu'il va devoir être autonome et tout et gérer 1000 et une choses, avoir plusieurs casquettes en même temps, là, c'est juste le dégoûter, je pense, du métier parce que, tu vas devoir potentiellement faire un peu de commercial. Les sales ont juste vendu le truc et sont partis sans te donner plus d'infos, sans aller plus loin et du coup, si tu pas à l'aise avec ça, ça peut être aussi une mauvaise expérience. Ah, je te rejoins totalement sur ça. Ça réussit pas à tout le monde. Moi aussi, j'ai un fort biais en faveur des startups. Donc je te rejoins totalement sur le côté un peu itératif et un peu cette mentalité de builder que tu peux avoir dans une startup et sur laquelle je me suis vraiment éclatée personnellement. Parce que comme tu dis, en fait, tu as des cycles de validation qui sont super courts. Je me souviens, j'avais mon CFO assis à côté de moi. Si j'avais envie d'acheter un outil à 50 $ par mois, bah, on y va en fait. On teste Mmh. et puis au pire le mois prochain on cut. Alors que là, quand tu es dans une entreprise plus structurée, ça a des bons côtés aussi évidemment, tu as plus de sécurité, de stabilité et cetera. Et ça dépend ce que tu cherches. Tu peux vite te rapprocher aussi vers un monde un peu plus corporate où, bah, tu as moins de marge de manœuvre et je pense que plus tu es dans un environnement startup, après évidemment, il y a des scale-up qui gardent un peu cette agilité, mais plus tu vas avoir, aussi cette, méritocratie où en fait, si tu es quelqu'un qui te retrousse les manches et qui est prêt, non seulement à accepter le fait que, le rôle de CSM dans une, startup, il y a que des imprévus et oui, tu vas devoir, de temps en temps faire du support, tu vas devoir faire du commercial, tu vas pas pouvoir te spécialiser tout de suite, ça c'est certain, mais c'est le lot du quotidien et personnellement, moi, ça m'a énormément épanouie. Mais en effet, ça marche pas pour tout le monde, il faut en être conscient et ce serait pas donner un bon conseil que de dire que, de dire un peu cette généralité que c'est plus facile d'évoluer en start-up parce que je te rejoins Alison là-dessus que si tu veux, apprendre des bases, directement dans ton entreprise, peut-être que c'est plus intéressant d'aller direct dans quelque chose de plus structuré, quoi. Et on le verra après, mais c'est vrai qu'il y a les compétences managériales, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde a et qui est aussi facile. Donc ça, on en reparlera après. Mais avant ça, je voulais savoir comment vous avez fait le shift vers un poste de CSM plus senior? Mmh. C'était quoi le déclic? Est-ce que Mmh. c'était peut-être un nombre de clients? Voilà. Moi, pour le coup, j'ai la particularité de pas avoir eu d'entre-deux, on va dire, entre un poste de CSM et un poste de head of. Parce que justement, on y revient, j'étais dans une, boîte assez petite où tu étais direct en relation avec, les C-level, au quotidien, au bureau. Où il y avait pas de, 10 000 d'intermédiaires ou de middle managers et on valorisait vraiment l'impact pour le coup. Donc il y a pas eu un peu ces échelons un peu obligatoires, en fonction de l'ancienneté et cetera. C'était vraiment en fonction de l'impact et comme moi, à l'époque, justement, avec ce profil un peu, cet héritage un peu du conseil, j'avais été recrutée comme, officiellement CSM et project manager parce que je leur avais dit: «Moi, j'ai envie de construire des choses, j'ai envie de, mettez-moi admin de plein d'outils, j'ai envie d'aller, créer des automatisations, des workflows et cetera». Et ça a pas loupé, ça m'a beaucoup plu cette partie. Et aussi j'exprimais un petit intérêt pour le côté, ouais, plus que management, mais plutôt coaching, mentorat de l'équipe, monter en compétences, aider non seulement en fait nos clients, mais aussi en interne, nos ressources, qui sont, bah, notre plus grande ressource forcément. Donc, à les faire monter en compétences, ce côté enablement, qui me plaisait beaucoup en interne comme en externe. Donc en fait, en moins d'1 an, dans ma première expérience en tech, parce que aussi ça a un côté méritocratique et très agile, j'ai été promue au poste de head of, avec cette promesse un peu d'impact, sur la partie stratégie,
process, donc au-delà de mon propre portefeuille de clients. Et du coup, après, je me suis recentrée sur des clients un petit peu plus stratégiques et sur cette partie, enablement aussi, comment on crée les conditions pour, pouvoir absorber plus de clients avec, notre équipe CS actuellement, comment on peut s'améliorer en continu. Moi, de mon côté, ça s'est fait un peu de manière alors naturelle et spontanée. C'est-à-dire que, naturelle parce que j'étais l'une des plus anciennes, que je kiffais ça et que j'étais la seule à aller bouffer des contenus en anglais pour comprendre c'est quoi le CS, on va pas Mmh. se mentir. Chez l'équipe, avec l'équipe, j'étais aussi très, pas maternelle, mais un peu plus, comme leur grande sœur. Je me vais pas non plus en rajouter. Et après spontané parce que c'est un vendredi soir où mon boss m'a appelé à 17h en me disant: «Écoute, on va faire du changement. Est-ce que tu es prête à t'occuper de l'équipe CS à partir de lundi matin?» Je fais: «Bah, ouais». Donc spontané parce que je m'y attendais pas du tout. J'ai Mmh. rien fait Ça pour, en marche fait. comme ça en start-up. Mmh. Ouais, vraiment, j'ai rien fait pour aller dans ce sens-là, donc c'était un totalement spontané. Avec du recul, ça je dis là, c'est vraiment avec du recul où je me dis: «Bah oui, en même temps, c'était un peu naturel», dans le sens où c'était quelque chose qui me plaisait. Mais après, j'ai pas mis en place de réelle stratégie pour dire: «Je vise le poste et j'en fais quelque chose, je veux devenir head of» et cetera. Top. Je pense qu'on reviendra après sur les conseils que vous donnez un peu pour les profils CSM junior qui passent CSM senior, mais d'abord, je vais me concentrer sur ce que vous dites. Et donc, quand vous êtes passé manager, je pense qu'il y a plein de choses à dire. Mmh. Hem, est-ce qu'il y a enfin, voilà, est-ce que il y a je pense que c'était vos qualités, vous avez une appétence pour ça, mais concrètement, c'est quoi qui vous a donné envie de passer manager? Moi, je dirais le côté, démultiplier, l'impact, amplifier l'impact. Donc, pas seulement, bien gérer mes comptes, mais permettre aux autres de faire pareil, leur donner un peu les clés, ce côté transmission, pédagogie, empathie, qu'en fait, ce qui est des qualités qui sont valorisées en tant que CSM quand toi, tu gères tes clients à ton échelle, mais en tant que leader, tu peux encore plus, l'impact pour le coup. Donc c'est cette partie un peu transmission, moi, je dirais, qui m'a vraiment plu, comment est-ce que je peux amener mon équipe aussi, élever l'impact, la faire grandir, et pas seulement être une bonne contributrice, individuelle, mais être responsable aussi de la réussite, des autres. C'était un bon challenge. Mmh. Je te rejoins là-dessus. Moi, c'était ouais, c'était vraiment ça de pouvoir je le faisais un peu naturellement de d'aider, en fait, les autres, Mmh. et du coup, c'est vraiment ce côté de: «Allez, viens, on va faire» en dehors du boulot, en soi, c'est de permettre aussi aux autres de grandir professionnellement et parfois, ben, personnellement parce que ça les 2 sont liés et de te dire: «Bah, allez, en fait, je peux avoir un impact». Ça a été une de mes conditions quand je suis devenue head of, avec mon CEO, c'était: «OK, par contre, on le fait à ma façon». Tu vois? Je veux pas, être juste là en mode, pantin et en fait, tu continues ce que tu faisais sans avoir de pouvoir de décision et de pouvoir aussi, ça c'est, un côté je pense quand on veut devenir manager alors manager ça s'apprend, mais c'est surtout de se dire, tu as toujours ce petit côté, enfin moi j'ai toujours été comme ça, j'ai été manager dès mes 18 ans en fait, où on m'a fait confiance. J'ai toujours l'envie de: «Allez, viens on va faire, viens on va tester, viens machin» et entraîner les gens avec moi parce que je trouve ça trop cool, mais voilà. Mmh. Mais du coup en fait vraiment de faire grandir quelque chose. Faire grandir les personnes, faire grandir un Mmh. projet, faire grandir une entreprise et C'est ainsi ça. de suite. En fait, tu peux, comme tu disais, démultiplier en fait les effets, heu et te dire: «Waouh, c'est trop cool» juste quand tu regardes le truc, tu dis: «Waouh, c'est énorme ce que Mmh. j'ai fait» et tu es super fier de toi. Même si le truc peut-être il a capoté à un moment donné, on s'en moque. C'est juste que tu as eu le courage de et tu as dû aller chercher les ressources finalement en toi, pour aller les mettre en place, pour aller faire quelque chose, quoi. Trop bien. Je pense que ça va être un mélange de tout ça, la réponse à la question que je vais vous poser, mais on a beaucoup peut-être là des CSM qui nous écoutent, qui sont peut-être justement dans une situation, dans une start-up, il y a beaucoup de choses à faire. On leur propose un poste de si c'est l'entreprise, c'est leur boss qui vient vers eux en leur proposant un poste de manager. Comment savoir si, bah, pour eux c'est quelque chose qui est enfin, pour lequel ils sont faits ou en fait, bah, peut-être pas? Parce que j'ai l'impression parfois on sans essayer, on sait pas trop si on est fait pour le Mmh. management ou dites-moi si vous Mmh. pensez autrement. C'est une bonne question. De toute façon, sans essayer, en plus, on peut pas trop se rendre compte pour le coup. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, Alison. Moi, je me retrouve vachement. Le poste de manager, tu le commences pas au moment où on te donne le titre, où tu demandes le titre. En fait, très souvent, c'est des profils, de mentors un peu informels qui sont ensuite promus leaders, je dirais. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est nos 2 cas de figure où en Mmh. fait, on avait déjà un impact et les gens se tournaient déjà vers nous comme référence. C'est un peu naturel Heu, finalement. ouais, c'est ça.
Donc je pense qu'il y a déjà des pistes un petit peu comme ça, qui peuvent te mettre un peu la puce à l'oreille. Après de toute façon, il faut tester. J'ai déjà vu aussi des personnes qui, rétropédalent, à qui on donne des fois peut-être pour les mauvaises raisons, pour des raisons notamment d'ancienneté. On donne des responsabilités de people management, mais finalement c'était pas forcément leur aspiration ou leur appétence. Et après c'est totalement OK de rétropédaler. Ça veut pas dire qu'on va te cutter ton salaire ou ce genre de choses. C'est juste peut-être, il y a un pass qui est plus adapté à toi d'expert interne dans lequel tu peux avoir un impact aussi, un impact différent. Peut-être de garder ce côté un peu mentor informel sans avoir la responsabilité parfois, un peu lourde d'être, accountable pour, le fait de garder quelqu'un dans ton équipe, le faire grandir. Enfin, c'est beaucoup de stress aussi. Ça, c'est Mmh. pas que propre au customer success, mais je pense que Au on en management a en des général, hein. exemples, Ouais, ouais, c'est ouais. ça, Ben, c'est le tu management vois, en je général, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que, alors, je réponds à la question Justine, du coup, c'est, Mmh ben, mh. moi, la question que je me suis posée et que, en général, je conseille aux personnes qui vont, parce qu'il y a plein de gens qui envoient des DM sur LinkedIn, c'est: «Est-ce que tu aimes les gens?» Si tu aimes pas les gens, laisse tomber. Tu peux être bon en organisation, tu peux être bon en CS, tu peux être bon dans tout ce que tu veux. Si tu aimes pas les gens et quand je dis aimer les gens, c'est-à-dire que quand ils vont être sur ton dos, ah, que tu es stressé, que tu as les deadlines qui arrivent, que tu as les trucs, est-ce que tu arrives encore à les aimer ou tu as juste envie de dire: «Mais va te bip et laisse-moi tranquille», tu vois? C'est vraiment ça le le Mmh. truc. C'est-à-dire que quand tu es manager, tu vois, moi, j'ai été manager de mon ancienne équipe, j'étais leur collègue et du coup, en fait, tu vas devoir déjà changer de posture, mais tu vas avoir des moments où même si tu les kiffes, tu as envie de leur dire: «Juste fous-moi la paix, en fait. Tu vois pas tout ce qu'il y a à gérer là? Enfin, je veux dire, c'est pas ta prime, c'est pas ton ordi qu'il faut changer, c'est pas ta souris qui m'intéresse à l'heure actuelle». Mais c'est ça, en fait, le management. Tu dois gérer Ouais. des humains. J'ai vu passer une citation la dernière fois sur, LinkedIn qui disait, heu: «Et être manager, c'est gérer, une crèche, mais pour adultes». Un Mmh. centre aéré, mais pour adultes. Mais c'est exactement ça, en fait. Tout le monde va venir te Mmh voir pour les tout petits bobos, pour les machins et tout. Ou toi, tu vas te dire: «Mais quelle est l'importance du truc?» Mais au final, Ah. comme avec les enfants, si je puis dire, si t'aimes pas les enfants, va pas là-dedans. Si t'aimes pas les humains, Mmh. va pas là-dedans. Et du coup, je disais que je Ouais. rebondis sur ce que disait Bérénice, parce que moi, ça a été, l'une des raisons où je me suis dit: «Allez, c'est le bon moment pour me lancer à mon compte». C'est que moi, j'ai rétropédalé. Après une dizaine d'années, tu vois, je me suis dit: «Bah, allez, je veux plus être manager», parce que c'était pas forcément ma ligne directrice, ma façon de manager, ma vision des choses qui était mise en place à partir du moment où on est passé scale up et qu'on a recruté d'autres personnes au-dessus et la direction que prenait la boîte, c'est pas forcément celle que moi j'avais et du coup, au bout du coup, je me suis dit: «Bah, est-ce que tu veux rester manager et finalement faire des choses avec lesquelles tu es pas en accord?» Parce que tu vois, on parle du management, comme disait Bérénice, tu as quand même beaucoup de choses qui viennent avec. C'est pas juste un titre, c'est pas juste un salaire, c'est pas juste un poste que tu vas avoir. Tu as toutes les responsabilités. Est-ce que le soir, quand tu te regardes dans une glace, ça va ou pas? On parlait de faire grandir les gens, mais il y a aussi des fois où il faut que tu vires les gens. Il faut que tu les fasses Mmh. sortir de ton équipe. Il y a des fois où il faut que tu, serres la vis sur quelqu'un. Il y a des fois où une personne que tu peux adorer, ça va pas du tout, va falloir aller prendre des conversations difficiles. Tu as tout ce côté-là et tout en même temps, ça peut être hyper prenant. Tu peux avoir une personne de ton équipe qui a des problèmes de santé, il y a que toi qui es au courant, faut que tu gères. C'est humainement parlant, pour ça je dis: «Est-ce que tu aimes l'humain?» Parce que humainement parlant, je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est très, très lourd. Enfin, c'était je m'en vais. Bah, s'ajouter aussi, je dirais, enfin, pour moi, c'est la conclusion un peu de tout ça, c'est que c'est pas la suite logique du rôle de CSM, c'est un Mmh. tout nouveau métier, en fait. C'est des Ah ouais, nouvelles, compétences, ça a rien à voir. C'est pas parce que tu es le CSM le plus performant que tu seras le meilleur, leader d'équipe, en fin de compte. Enfin, ça a rien à carrément, voir et il faut être prêt aussi à par exemple, défendre des décisions stratégiques sur lesquelles, toi, tu es pas forcément non plus, super aligné, mais en fait, maintenant, tu es un peu, pris, en étau entre les équipes, terrain, tes clients et puis, la direction dans laquelle va la boîte. Mmh mh. C'est pas évident ça. Oui, surtout que si on veut aller vers un poste, juste enfin, sur l'évolution par rapport à un point de vue financier, il y a d'autres alternatives Carrément. que être manager et donc ça vient avec notre question. Donc effectivement, il faut aimer les gens, mais il y a des nouvelles compétences qui se développent aussi en devenant manager. Je vous parle d'une erreur et peut-être que vous allez vous retrouver ou peut-être pas. C'est que moi, je ne savais pas mettre mes limites. En fait, comme j'ai eu des expériences par le passé où j'étais la salariée, où j'ai vécu des expériences où je me disais: «Moi, quand je serai manager, je ne serai je ferais jamais comme pas ça» ça. et donc du Mmh. coup, à être trop gentil, à vouloir faire le travail pour lequel la personne normalement est de enfin, c'était ses missions, mais je me disais: «Oh la pauvre, je vais faire» enfin voilà,
je pense que c'est une erreur qu'on peut avoir souvent quand on passe manager, d'être trop gentil, pas savoir mettre ses limites et ça progressivement, on comprend bah, que c'est pas possible. Est-ce que vous pensez à d'autres compétences, à celle-ci, que vous avez dû développer en tant que manager? La patience pour moi. Je suis quelqu'un de super en fait, c'est-à-dire que j'arrive à prendre des décisions rapidement, à faire un bilan, à me poser, à réfléchir assez rapidement, quand certains, ont besoin de plus de temps peut-être et du coup, quand tu es solo, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup manqué quand j'étais manager, c'est que vous pouvez me dire le vendredi: «Tiens, on va tester telle stratégie», le lundi, elle est implémentée, elle est placée, on y va, on est parti pour 3 mois, je regarde et cetera. Quand tu es manager, tu ne peux pas faire ça. Il faut que ton équipe, elle suive et du coup, ouais, c'est vraiment la patience de je l'ai apprise et après réussir aussi à fédérer les gens, à te dire, «Ça va, j'avais pas trop de mal». J'avais une super équipe, donc j'avais pas trop de mal à leur dire: «Viens, on va tester ça». Ils me faisaient quand même beaucoup confiance, même quand je leur proposais des trucs de folie. Ils suivaient, heu, mais tu as parfois des personnes qui ont besoin de plus de temps pour le changement. Et tu vois, moi, que si quelqu'un, j'ai une idée, je le mets en place et d'où le côté que j'aime les startups, c'est aussi pour ça. Du coup, de te dire, il faut de la patience, il faut, apprendre bah, comme on disait, à gérer les gens. Quels sont leurs freins? Finalement, tu deviens CSM de tes CSM C'est ça. à Mmh. ce niveau-là et du coup, ça, c'est Tarif une autre coach, compét exact. Bah, ouais, parce que tu vois, tout à l'heure, tu mmh. disais, Justine, tu avais du mal à dire non. Moi, j'avais une fille dans mon équipe, super bonne CS, qui savait pas dire non. Ni à la direction, ni aux autres collègues, ni aux autres équipes, ni aux clients et en fait, ils se retrouvaient juste à courir à droite à gauche, à être hyper stressés, heu et du coup, je lui ai dit: «Ben, bilan, il y a 2 ans». Elle dit: «Bah, tu sais quoi? Cette année, on apprend à dire non» et donc je l'ai mis avec quelqu'un d'une autre équipe qui est hyper pushy comme moi, en fait et je lui ai dit: «Bah, va falloir que tu bosses avec elle et que tu lui apprennes à lui dire non, à freiner, à mettre un cadre» et finalement, elle a réussi et c'est elle d'ailleurs qui a repris mon poste derrière, que j'ai recommandé mais tu vois, c'est hyper intense parce que tu as toutes les finalement, ce qu'on appelle un peu les soft skills que tu dois aller développer, la gestion de tes émotions aussi parce que, tu peux avoir, des personnes de ton équipe qui vont te reprocher des choses, toi tu pensais bien faire, en fait non, ça a pas été pris de la même manière. Donc ouais, tu as plusieurs, compétences à développer et que malheureusement tu vas les développer sur le tas. Tu peux pas, te dire en avance: «Il faut que je maîtrise ça, ça, ça et ça». En fait, non, c'est quand tu vas être devant la situation, comment tu vas gérer et si tu vois que tu as pas bien géré une situation, bah, est-ce que tu prends le temps aussi pour te poser, pour dire: «OK, comment je peux améliorer la prochaine fois?» et conscientiser finalement ta façon de travailler, tes compétences et cetera. Mmh. Ouais, super, super intéressant pour moi, ce serait, je pense plutôt le côté, lâcher le contrôle. Accepter en fait quand tu fais plus tout, tout seul, déjà que enfin, c'est l'ordre naturel des choses et que tu plus la maîtrise, complète, de A à Z sur comment c'est fait. Donc adopter un peu ce mindset, je veux que le résultat, final, soit là. Par contre, laisser, de la marge de manœuvre et instaurer un peu cette culture de confiance, avec ton équipe pour qu'ils aient la liberté de choisir, le chemin le plus adapté parce qu'on fonctionne tous différemment et ce serait présomptueux de dire quelque chose comme, accepter que ce soit moins bien fait que nous on l'aurait fait. C'est pas ça l'idée, c'est plus accepter que ce soit pas fait comme exactement comme nous, dans les mêmes modalités, dans le même horizon temporel, ce genre de choses. Ça, c'est pas évident, pour pas entrer dans cette, dimension, micromanagement ou être un peu picky sur des petits détails, mais regarder un peu, voilà, la the big La picture globalité, ouais. et c'est ça et se dire: «Je dois ramener des résultats business pour, mon entreprise. Comment j'orchestre mon équipe?» tout comme un CSM orchestre, ses clients, dans sa transformation. C'est un peu pareil à l'échelle, d'une équipe finalement. Pour ça, pas mal de similitudes, juste un impact et une échelle un peu différentes. Mmh. Et à contrario, je rebondis ce que tu dis, Bérénice, c'est hyper intéressant. Moi, j'avais le cas contraire, je fais confiance. En gros, go! Je vais pas au tout début, je mettais pas forcément de cadre, c'était juste: «Tiens, faut qu'on se retrouve, au sommet de la montagne, tu prends tel chemin, moi je prends celui-là, on se retrouve là-bas. Allez, on y va» et juste te dire: «Ah bah voilà, j'ai besoin de ça, ça et après débrouille-toi» et en fait, pour certaines personnes, ça aussi, pour ça je dis apprendre à gérer les gens, c'est vraiment Mmh apprendre à mh. connaître le profil des personnes dans ton équipe. Savoir moi, j'ai eu vraiment un switch quand j'ai compris quels étaient alors j'aime pas le terme qualité et défaut des personnes, mais quels étaient les points forts des gens et leurs points faibles pour pouvoir du coup, en fait, bouger mon équipe en fonction de ça. Si je sais qu'il y en a une qui est hyper douée sur la partie communication, l'autre un peu moins, ben, les mettre peut-être en binôme pour qu'elles évoluent ou te dire: «Là, j'ai tel projet à faire, je suis nulle».
bah, je vais aller chercher telle personne de mon équipe qui est bien meilleure que moi, comme tu disais Bérénice. Pas juste se dire: «Faut que ce soit mieux fait, Mmh. ce sera mieux fait» parce que non, en fait, c'est juste que tu as juste pas envie de lâcher prise et que tu es Mmh. persuadé que si toi tu gardes le contrôle, ça va bien se passer, alors que pas du tout. Ah, c'est clair. Ah, je te rejoins totalement là-dessus. Surtout, c'est encore plus visible, je trouve, quand tu es amené à recruter, du monde dans ton équipe parce que tu te dis: «OK, c'est quoi mon en fait, quel type de profil j'ai envie de valoriser?» C'est une chose de recruter ce qu'on estime être un futur bon CSM, mais c'est une autre de se dire: «Comment est-ce que cette personne va s'insérer dans l'équipe? Quelle Exactement, dynamique de ça va quoi il y a créer?» besoin. C'est ça, comment Ouais. je choisis un profil complémentaire pour, peut-être compenser, peut-être on va dire un c'est pas qualité et défaut, mais un Ouais, petit un travers, manque, d'un quand tu vois qu'il y CSM. a des fois, Ouais, il y a un un manque manque. dans une équipe. Moi, C'est je sais ça. que dans mon équipe, j'avais que des bisounours. Moi, j'en suis un aussi, Mmh mh. voilà, on va pas se mentir. Je sais sortir les crocs quand il faut, mais du coup, quand tu as un Mmh. client qui est difficile, c'était moi qui le récupérais. Alors, c'est un truc aussi que j'en ai fait ma spécialité parce que j'adore les challenges. Mais du coup, à un moment donné où quand tu es manager, tu ne peux plus Mmh. gérer toute cette Ouais. partie-là. Donc, tu te dis: «OK, dans mes profils, il faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui sait gérer les conflits, qui a un profil» et ça, pour le coup, parfois tu vois? Tu peux, là, je le dis peut-être pour les CSM qui écoutent ou qui sont peut-être en recherche d'emploi, bah, des fois, c'est aussi ça, ta personnalité qui va faire que tu es pris ou pas pris. Non pas parce que tu es bon ou tu es pas bon, mais peut-être que dans l'équipe, il manque tel type de personnalité Mmh. et en fait, même si ton CV, il est super et tu es une super personne, là, dans telle équipe, il y a besoin de tel profil et c'est Mmh. pas forcément les compétences finalement ou ta valeur qui est mise en question. C'est que moi, il y a eu des profils où je me suis dit: «Ah! Je le veux!» mais en fait, tu non, Mmh. c'est pas de ça que tu as Mais il s'en besoin là. serrait mal dans l'équipe. C'est ça et c'est ta posture aussi de manager. Tu te dis: «J'ai envie de Ouais. préserver, l'équilibre de l'équipe» et non, ça totalement. Ouais, Et je te carrément, moi, rejoins. ça m'est déjà arrivé de vouloir garder une personne dans l'équipe qui s'entendait pas du tout avec les autres. Mais parce qu'elle Mmh. était grave efficace et que je kiffais bosser avec elle. Mais quand tu es seul à gérer le truc et tout et que les autres ils te disent: «Non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas», Mmh. ça passe pas en fait. C'est pas toi qui Mmh. compte. Il faut prendre la globalité, l'ensemble des personnes de l'équipe, le bien-être en fait de ton équipe. Si toi ça t'allait mais pas eux, en fait c'est non et passe à autre chose, tu veux Mmh. pas. C'est ça. Et du coup, tu disais, Alison, que, toi, tu intervenais quand même sur des à l'époque, sur des clients, où c'était peut-être un peu plus conflictuel. Est-ce qu'il y avait d'autres missions opérationnelles que vous avez continué à garder? Ouais, moi j'ai toujours gardé alors, ma vision du management, c'était, comme tu disais tout à l'heure Justine, je ne veux pas devenir comme ci ou comme ça, tu vois? Au tout début, j'étais, moi quand je suis manager, je l'ai toujours, finalement j'ai toujours été depuis que j'ai commencé à bosser. Hem, je pense qu'il faut toujours garder un pied sur le terrain pour pas devenir, désolé du terme, mais un con. Tu vois? Un vieux con, une vieille conne de: «Bah, c'est comme ça moi dans mon ép» en gros, dans mon époque, quand je faisais, ça évolue Mmh. tous les jours. Tu es passé manager il y a 3 mois, tu es déjà out, oublie. C'est plus comme ça que ça se passe aujourd'hui et du coup, j'ai toujours gardé certains gros comptes. Parce que, comme j'ai été commercial, ça faisait déjà 10 ans qu'ils étaient avec moi, tu vas pas leur dire du jour au lendemain: «Salut les gars, débrouillez-vous tout seuls». Enfin, il y en a certains qui sont assez stratégiques et tu sais que, c'est avec toi qu'ils ont bossé, d'autres où je suis devenue amie, donc c'était beaucoup plus facile, surtout pour les grands comptes de te dire: «Les avec, celle avec qui ça se passe très bien» et du coup voilà. Après, je pense qu'il faut garder de l'opérationnel. Moi, j'avais la gestion de certains comptes. Quand il y avait des bases de données, tu vois, où généralement on a tendance à aller les donner à des petites mains, surtout quand tu es en scale-up, tu y vas et tu lèves tes manches et tu le fais. Quand tu as des, je sais pas, tu as des moments de crise, il y a le produit, il y a un problème technique, les appels arrivent au support et cetera. J'étais head of care aussi, donc je vais traiter des tickets, et ainsi de suite et puis c'était aussi beaucoup dans l'ADN de la boîte où j'étais, dans le sens où nous, Noël, c'était le gros rush. On fait 70 du chiffre d'affaires de septembre à décembre. Un gros pic sur décembre quand même parce que tu peux signer jusqu'à 500 clients en un mois, voire plus et du coup, tu vas pas te dire: «C'est pas mon taf». Désolé, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que s'il fallait aller, faire de l'implémentation, même le CEO, il descend et il va faire de l'implémentation. Et moi, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est ce que j'appelle un de mes non négociables quand tu deviens manager, en tout cas pour moi, garde un pied sur le terrain pour pas devenir un vieux con, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, Mmh. moi je sais, moi ceci et en fait non, ça évolue tout le temps. Faut que tu puisses rester en lien avec tes équipes, comprendre leurs difficultés, pouvoir remonter aussi leurs difficultés après à la direction parce que c'est trop facile de dire: «Ouais, mais ils se plaignent de ça». «Ouais, mais c'est parce qu'ils sont pas organisés» et puis tu passes à autre chose. Alors que non, des fois, c'est la réalité terrain qui colle pas avec la direction que tu prends et qui, du coup, en fait, il faut réussir à consolider les 2. Ça te permet de faire un lien toujours. Tout à l'heure, Bérénice, tu parlais d'être, un peu un tampon,
Des fois, Mmh. tu es le tampon, tu es au milieu des 2 et des fois, tu es le lien qui fait que ça fonctionne aussi, donc pour moi, c'est hyper important. Ouais, moi pour le coup sur cette question-là, un peu de garder le contact avec le terrain, j'ai 2 expériences assez contrastées, mais qui reflètent un peu aussi la maturité de l'organisation dans laquelle j'étais et je suis maintenant. À l'époque de ma promotion de head of, comme, je disais, j'avais gardé la gestion de gros comptes et je continuais de temps en temps à onboarder des nouveaux clients pour garder ce pied-là, dans le terrain et pour itérer en continu parce qu'aussi on avait un voilà, j'avais envie de capitaliser sur la connaissance, du produit, continuer à améliorer les process, les contenus d'onboarding, ce genre de choses et pas être complètement déconnectée, en fait. De toute façon, vu la taille de l'équipe à l'époque et la structure, ça se justifiait pas. Et ça aurait été complètement, hors sol, donc c'était vraiment pas l'idée et j'adorais, enfin je te rejoins, Alison, quand tu as construit une relation avec un client, tu peux pas juste claquer la porte et dire: «Ah non, je te Salut, transfère, à un voilà ton CSM, nouveau chargé. junior, bon courage». Il y a tout un historique, une charge, émotionnelle et c'est pas forcément, dans De notre la boîte, intérêt hein. de faire ça. Ouais, c'est Mmh. ça. Et là, à contrario, aujourd'hui, comme je disais, j'ai la particularité de plus gérer de compte, ce qui, a été un gros défi au début, surtout en termes de comment tu imposes ta légitimité. Parce que, aussi, quand je suis devenue manager, comme, tout le monde, en fait, tu te sens jamais prêt. Tu te dis: «Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais faire? C'est quoi la première étape?» Ça te paraît être un chantier, énorme et je me disais à l'époque: «Oh, super dur de passer de collègue à manager». Cette relation qui change, moi, c'était un de mes gros défis. Comment tu fais? Bah, en fait, tu es quasiment ami avec tes collègues, tout d'un coup, c'est toi qui décides, des bonus, de ce genre de sujets, plus, RH, performance, avenir de l'équipe, c'est pas évident. Du coup, à l'époque, je me disais: «Ah mais ce serait tellement plus facile d'arriver quelque part, d'être déjà la manager et comme ça ta légitimité, elle est là, par le titre, en fait». Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai fait ce changement, mais je peux vous dire maintenant l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs, c'est pas plus facile, au contraire. Parce que finalement ta légitimité, quand tu deviens manager alors que tu étais CSM dans ta même boîte, tu l'as construite, en fait, elle est pas à démontrer dans le sens où, On vu tu bosser, as quoi. été un expert, tu l'as Voilà. bossé, tes clients te connaissent et cetera. Peut-être que tu étais déjà un mentor, interne comme informel comme on disait tout à l'heure. Et là, à contrario, quand tu arrives quelque part et que tu as pas vocation à gérer des comptes, parce que dans mon cas, c'est des clients, voilà, très enterprise, donc, je suis vraiment sur ce côté stratégique et people management. En plus du challenge tout à l'heure que je vous partageais d'apprendre à lâcher prise, à lâcher le contrôle, c'est aussi accepter de pas tout savoir. Et ça, c'est hyper dur d'accepter de dire, bah là, je sais pas. Récemment, j'aidais pour l'onboarding d'une nouvelle personne en CSM chez nous. Et il y a plein de sujets, en fait, bah, super opérationnels, super techniques sur le produit. Bah, je sais pas. Et en fait, du coup, moi, je transfère vers la bonne personne en CS. Mais c'est assez dur au début de te dire que tu es à ta place quand, objectivement, tu connais pas tous les recoins du produit, tu connais pas tous les détails de chaque compte, etc. Mais en fait, c'est juste que tu as une autre valeur à apporter. Et ça, il faut être, soi-même, le premier convaincu. Au début, c'est un peu fake it until you make it et c'est accepter, en fait, de regarder la personne en face et de lui dire: «Bah, je sais pas, là, il faut que rediriger vers la bonne personne». C'est ça aussi, ce côté un peu chef d'orchestre des ressources. Là, tu devrais parler à telle équipe, à tel CSM un peu plus expérimenté. C'est pas une tare, quoi. Ça j'ai mis du temps à comprendre ça. Carrément. Mais en même temps, ça me fait penser, vous pensez pas aussi que ça vient de la vision qu'on a des managers en France, où c'est quand Mmh. même, il est Mmh. censé tout savoir, il est censé limite, il est omniscient, et cetera, alors qu'au Mmh final, mh. non, et puis il y a pas de honte à dire: «J'en sais rien», quoi. Enfin, moi, il y a des Ouais. fois, on venait me chercher sur des trucs, mais va demander à telle personne. Enfin, tu vois, même le produit où, moi, on m'a reproché par ma direction de pas être assez, impliquée dans les conseils à donner au produit. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis plus sur le terrain. Donc ouais, je les ai mis entre Mmh. les mains d'une des personnes que je sais qui est structurée et qui va pouvoir leur apporter du truc. Parce qu'en même temps, je peux être là juste pour dire: je suis la manager», mais si j'ai rien à te dire et s'il faut que je te dise: «Je prends Mmh. des notes», je vais chercher la personne pour lui poser les questions pour revenir te donner mes notes et ça se Mmh. trouve dans les 3 quarts des trucs, je vais te dire n'importe quoi parce que j'aurais pas bien compris. Enfin, je pense qu'on a aussi une vision en France où, le manager, il doit tout savoir pour être légitime, faut qu'il ait fait ses preuves, c'est le meilleur. Mais comme on disait tout à l'heure, hein, tu peux être très bon sur le terrain et être nul en management. Mmh. Et au final, Mmh. je pense comme tu dis Bérénice, l'un des trucs les plus difficiles quand tu prends une boîte où, tu arrives en tant que head of sans être, bah, finalement sans être passé par le terrain avant, si je puis dire,
Ça m'est pas arrivé en CS, mais ça m'est arrivé en marketing où du coup, en fait, tu te dis: ben il y a personne qui te prend au sérieux parce que, juste tu Mmh. débarques là, t'as pas vécu les galères. T'as quand même quand tu une équipe, t'as quand même tout ce côté, team, tu vois, qui va se faire, la vie de l'équipe, où il y a eu telle galère, vous étiez tous ensemble, vous êtes restés super tard pour traiter tel sujet. Et en fait, qui fait que, voilà, il y a une légitimité qui se met en place, une certaine confiance que tu auras pas quand tu vas arriver dans une boîte où, bah, t'es qui toi, en fait? T'as pas vécu les galères qu'on a vécues, tu débarques, tu veux un peu nous apprendre la vie, tu veux mettre des trucs en place. Ben non, en fait, enfin, tu vois? Et tu vas avoir cette, Mmh. résistance-là, finalement, de la part de la nouvelle équipe où tu débarques, juste toi, t'es juste là, plein de bienveillance. Mais je C'est ça. pense, c'est beaucoup le syndrome de l'imposteur, un peu aussi et Ouais. comment vous avez pu vous y faire face et aussi, bah, montrer votre valeur, votre impact, bah, de en tant que manager dans votre organisation, peut-être auprès, bah, du coup, de votre équipe, mais des autres équipes aussi. Donc voilà, comment vous avez fait, pour, arriver et montrer que vous étiez là? Ouais, le syndrome de l'imposteur, c'est l'éléphant dans la pièce, je pense, on va pas se mentir. Et pour moi, il y a eu 2 choses. C'est le côté déjà bien s'entourer, accepter de demander de l'aide, d'être faillible et de pas, voilà, pas avoir la réponse à tout et que en fait personne n'est prêt pour le management. Moi, j'avais pas fait de cursus école de commerce où tu as des cours de management, mais qui, je pense, au final, sont complètement probablement à côté de la plaque. Décorrélé de la Ça réalité, hein. m'a pas manqué. J'ai plus appris avec mes jobs étudiants ou sur le terrain, que de façon académique, on va dire. Et aussi pas mal de lectures. Je pense que ça, c'est un point commun que je vois, Mmh. chez tous les leaders et les head of, et là, Alison, tu le disais, tu étais la seule à te À me farcir, des documenter, ressources, ouais, en carrément. anglais et cetera. Moi, il y a un livre qui a changé pour le coup le cours, de ma carrière que je recommande partout autour de moi. Je sais pas si vous connaissez, c'est The Making of a Manager de Julie Hein? Duo. Non. C'était, elle a passé une dizaine d'années à Meta, enfin à Facebook à l'époque, en product design, mais elle a écrit un livre en fait sur le management qui m'a beaucoup parlé quand moi, à 25 ans, tout d'un coup, je me retrouve à devoir, gérer des gens. Je me dis: «Ouh là, mais quelle est ma légitimité?» Gérer des gens qui ont des fois, 15 ans de bouteilles, d'expérience, je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Comment je tombe pas dans les écueils où, bah, pendant mes premiers one to one, c'est vite fait d'essayer de combler le silence et de me dire: «Je dois répondre à tout, je dois, être sur tous les fronts» et cetera. Ça m'a aidé d'avoir un peu ce genre de rôle modèle un peu authentique qui partagent aussi leurs erreurs et cetera. Parce que c'est vite fait de trouver des livres un peu business où tout a l'air, parfait, où les Ouais. personnes ont tellement Il y a des confiance en elles que frameworks tu pour peux pas tout, relate. carrément. Moi, j'avais besoin justement, je cherchais tant autour de moi que dans des lectures, de ce type, des gens qui pouvaient se montrer un peu vulnérables, en fait. Pour reprendre un peu le concept de Brené Brown tu tout à gagner aussi à te montrer comme quelqu'un d'authentique, de vulnérable Mmh. qui a ses failles. Parce que voilà, le manager omniscient, qui sait tout faire, c'est un mythe comme tu disais, Alison. Ouais, carrément. Alors j'avoue, j'ai pas, subi le syndrome de l'imposteur à ce niveau-là, et très peu dans ma vie parce que du coup, je suis quelqu'un de je fais et je verrai. Enfin, tu vois, comme je disais tout à l'heure, moi je me suis jamais venue en me vendant: «Je vais être head of, je suis experte de» et même aujourd'hui, hein, je me vends pas comme ça. C'est: «Viens, on y va, on teste et on verra». Du coup, c'est un peu mon approche de tout. Là où je l'ai ressenti finalement, c'est maintenant que je me mets à mon compte et tout parce que, bah, les gens ils te payent quoi. Donc c'est totalement différent. Mais pour le coup, j'avais pas le syndrome de l'imposteur et je pense que pour ceux qui l'ont, heu, je pense que je l'avais pas aussi parce que j'avais cette mentalité-là de: «Je teste et je verrai». Et en fait, je pense que le syndrome de l'imposteur, tu le bats avec ça en te mettant en action, en testant et en voyant. Un peu comme, tu vois, les scientifiques. Il y a personne qui se dit, chez les scientifiques, tu as pas ce problème-là. Alors ils testent 1000 et un trucs, mais parce qu'ils sont dans le test et en train de regarder Mmh. qu'est-ce que ça donne. Et en fait, à partir du moment où tu te mets, dans cette posture-là de: «Je teste et je vois les résultats, puis je m'adapte, puis je vois les résultats» et ainsi de suite, tu es un peu moins impacté. Mais j'avoue que je l'avais pas jusqu là, j'ai découvert dernièrement et c'est pas trop mon pote, ouais. Je De toute façon, tu l'as dès que tu sors de ta zone de Oui, confort, c'est donc c'est ça. positif aussi. exactement, Ça veut bah dire que tu oui. t'es challengé et que, Bah oui, c'est c'est un ça, nouveau c'est que défi. tu vas te challenger, mais tu vois, par exemple, quand je suis passée head of, je suis sortie de ma zone de confort parce que, ben, le lundi, il faut que Ouais. c'est à toi de débarquer et de dire à ton équipe: «Bon les gars, c'est moi qui vous gère maintenant». C'est pas pareil. Mais c'est surtout, en fait, de dire: «Ben,
Je prends le re j moi personnellement, j'étais là, j'ai dit: «Écoutez, à partir de» parce que j'ai pas forcément eu d'introduction, hein, c'est moi qui suis arrivée pour leur dire: «Ça va se passer comme ça maintenant» et plutôt aussi que de dire, «Je suis head of», ça j'ai dit tout à l'heure, c'est très dans la mentalité française aussi, de voir le manager un peu au-dessus de tout. C'est: «Bon les gars, je suis passé head of, il va falloir qu'on fasse, voilà les objectifs qu'on a à atteindre, on fait quoi?» et moi je suis beaucoup dans la co-construction. Donc en fait, Mmh. je vais pas me dire: «C'est à moi de tout faire toute seule dans mon coin». C'est: «On va faire quoi?» Généralement, je laisse tout le monde donner ses idées, je donne les miennes en dernier, parce que si tu es head of, tu vas influencer tout le monde. Tu en as certains qui ont des profils qui vont pas oser te contredire, qui vont pas oser dire ceci, qui vont pas oser dire cela et cetera. Donc et co-construire en fait avec l'équipe et pas juste te dire, «Bah, je suis head of, je dois faire ça». C'est non, on est une équipe. Par contre, à la fin, s'il faut trancher, c'est moi qui trancherai, c'est moi qui prendrai les responsabilités de ma décision et puis c'est tout. Je pense qu'en y allant, en testant, vraiment comme les scientifiques, moi j'appelais ça mon labo, au tout début, du coup me ma team et tout, parce que du coup, déjà on teste et on voit ce que ça donne et c'est tout. Bah, comme tu dis, je pense quand tu as un plan, puis après, une fois que tu as les résultats, tu as testé plein de plans et que celui-là, il marche, tes résultats, bon, syndrome de l'imposteur, puisque tu as les résultats, il s'en va, Ouais et puis tout même si seul. ça marche pas, Mmh. ça te permet d'avoir une liste. Alors moi, c'est un truc, si jamais ça peut aider quelqu'un, que je fais et que je continue de faire là aujourd'hui, c'est une liste des choses, tu vois, qui marchent pas. Au lieu de te faire une to do list, un machin et tout, Mmh. c'est: «J'ai testé ça marche pas. Purée, j'ai fait ça, c'est pas bon». Mais du coup, c'est à dire que si plus il y a des échecs, plus tu te rapproches de ce qui est bon, normalement et du coup, ça te rassure aussi, tu vois, personnellement. Il nous reste 5 minutes. Je pense qu'on faudra qu'on fasse un autre épisode si vous êtes d'accord, parce qu'il y avait plein d'autres choses donc que je voudrais aborder, on Carrément. n'a pas eu le temps. Mais si je dois faire terminer avec, du coup, 2 questions, quels sont vos meilleurs conseils pour quelqu'un qui veut faire sa carrière en customer success et qui veut peut-être avoir le même parcours que vous, évoluer, peut-être, soit au sein de son entreprise, soit par l'entrepreneuriat, soit, via une autre entreprise, voilà, vos meilleurs conseils? Mmh. Heu, Déjà, quelque chose que je vois, je le disais assez commun entre, les profils leaders, la curiosité. Cultiver cette curiosité et sans pour autant se faire marcher dessus, le côté, ce que tu disais tout à l'heure Alison, de: «C'est pas mon taf». Moi, c'est pas trop une mentalité dans laquelle je me retrouve parce que surtout quand tu es dans un environnement early stage, forcément tu vas faire des trucs qui te, Pas donnent ton taf. pas, masse d'énergie. Tu vas checker des tickets, faire, des trucs qui te paraissent un peu triviaux où tu te dis: «Putain, j'ai du mal à voir, Mmh. vraiment, en quoi ça contribue au succès client», pour le coup. Mais ne pas prendre ça comme une charge, mais comme l'opportunité de toucher un petit peu à tout, de construire ton expertise, ta légitimité et t'imposer, dans les faits avec, des façons comme ça un peu informelles de mentorer, l'équipe et cetera, avant qu'on t'offre le titre. Et d'ailleurs, un point, je pense, important, ne pas s'attendre à ce que tout nous soit offert sur un plateau. Des fois, ça arrive et on nous appelle, un vendredi soir, parce Grave. que c'est la suite logique. Ouais, Mais, carrément. aussi pour moi, il y a un vrai rôle de co-construire sa carrière, d'être, vocal sur ce qui nous plaît. Pendant mes one to one avec, mes direct reports, je leur dis: «Qu'est-ce qui vous, donne le plus d'énergie cette semaine? Qu'est-ce qui vous en enlève?» J'ai envie aussi d'entendre d'eux, de savoir un peu, ce vers quoi ils veulent aller, quoi. De pas hésiter à mettre ça, par écrit, de le partager parce que en tant que manager, bah, on n'est pas omniscient, on Mmh. en parlait. Donc on peut pas se douter non plus de ce vers quoi la personne, veut aller. Même si on peut suggérer, essayer de faire briller le potentiel, je pense que chacun à notre échelle, on peut co-construire, notre carrière, quoi. Je te rejoins totalement là-dessus et moi je rajouterais, juste lance-toi. Avec la peur, si tu as peur, mais lance-toi. Fais même des petites actions. Faut juste y aller, en fait. Faut se mettre en action pour que ça puisse, c'est le conseil totalement bateau, hein, mais c'est celui qu'on fait jamais. C'est Tu vois, on vrai. reste souvent dans sa tête à dire: Mmh. «Ouais, je devrais ci, ouais, je devrais faire ça». Tu es dans une réunion, tu as un truc hyper intéressant à dire, mais tu vas pas oser, parce que, Mmh. c'est pas à toi de parler que ça. Lance-toi. Si tu le sens, alors Ouais. moi, je suis quelqu'un de très si tu le sens, à l'intérieur de toi, go. Il y a personne qui va venir t'ouvrir la porte et comme elle disait Bérénice, personne va Mmh. t'apporter un truc sur un plateau. Donc à Ouais. un moment donné, il va falloir y aller et si là où tu es, bah, tu es pas écouté, tu es pas respecté, bouge. Enfin, je veux dire, on n'est pas des Mmh. arbres, hein. Voilà, si tu as envie Mmh. de bah, comme tu as fait au final Bérénice, tu sens que là où Mmh. tu es, c'est ils sont pas prêts encore pour toi, c'est que tu es juste pas au bon endroit, bouge, mais lance-toi, fais quelque chose, faut te mettre en action. Ouais. Merci à toutes les 2 pour, tous ces conseils qui sont bien précieux et une dernière question avant de vous laisser. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous aimeriez bien entendre dans les prochaines tables rondes? Soit des problématiques que vous avez actuellement, dans vos carrières, dans vos postes, ou alors peut-être des choses que vous entendez de vos équipes, des petites problématiques qu'ils ont et vous pensez que ça serait bien là de d'avoir un échange peut-être d'autres experts, qui viendraient Mmh. parler,
sur ce sujet? Moi de mon côté, je reçois beaucoup de messages pour tout ce qui est recrutement, que c'est dur d'être recruté en ce moment en CS, de trouver un job, alors qu'en parallèle, je reçois plein de notifications d'emploi de ces customer success. Du coup, Mmh. il faudrait faire matcher les 2, recruteur, recruté. Pourquoi ça fonctionne pas? Moi, c'est Mmh. vraiment la question que je me pose en ce moment. C'est pas du tout mon cœur de métier, mais j'en vois passer tellement, tellement d'offres, mais en parallèle, tellement de CSM qui disent: «J'arrive pas à trouver un job». Vraiment, pour moi, une grosse question du pourquoi. Ouais, c'est vrai, je te rejoins là-dessus et moi, là, pour être en ce moment dans le côté, recrutement, c'est dur. Le marché est pas évident pour le coup. Hem, Moi, de mon côté, je réfléchis, ouais, une discussion récemment que j'avais avec d'autres personnes en CS, c'est le côté, comment tu acceptes de faire avec ce que tu as en termes de données? Parce que, moi, dans mes 2 expériences, à chaque fois, en fait, tu as des trucs à dire, en termes de: il manque telle donnée, on n'est pas assez mature sur la partie product analytics ou sur les données d'usage pour vraiment dégager, les clés de valeur, pour nos clients et cetera. Mais au final, je me rends compte que, voilà, l'herbe est pas forcément plus verte ailleurs et comment tu arrives à faire avec l'existant, avec ce que tu as, valoriser, peut-être le peu de données que tu peux récupérer, pour dégager de la valeur, pour tes clients, la communiquer et cetera. OK, Ça, trop c'est un de mes pain intéressant. points, du moment. OK, bah, pourquoi pas, je vais essayer de trouver ça et par rapport à la première thématique sur le recrutement, je lance une perche. Sur ça, normalement, Care, on est plutôt, très bon. Mmh. J'ai On entendu ça, accompagne, ouais. on accompagne du coup les profils à trouver un job et on a de très bons résultats et pareil, Bérénice, si tu as besoin, bah, d'aide pour, la partie recrutement, trouver des bons profils, on devrait avoir des candidats, top, qui pourraient, peut-être, bah, correspondre à ton poste. Je valide, j'échange avec pas mal d'élèves de Care School et franchement, ils sont bons. Ah bah, top. Bah, merci à toutes les 2. Je mettrai vos LinkedIn, bah, en dessous de la vidéo si ça vous va, comme Mmh. ça, Ouais, si on veut vous carrément. contacter. Bah, merci. Top. Merci à toi. Merci beaucoup.